Doit-on s'habituer au manque d'eau ? Chaque année, la situation est de plus en plus tendue et alarmante. La sécheresse de 2022 a été la plus grave dans le pays depuis au moins un demi-siècle. Elle a révélé à quel point la France n'était pas préparée. Et l'inimaginable est arrivé. Plus de 700 communes ont eu des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Et des mesures exceptionnelles ont dû être mises en place pour ravitailler les habitants par camion-citerne ou distribution de bouteilles. Dans la petite ville d'Arlan, les fontaines sont à sec. Depuis une semaine, les 2000 habitants n'ont pas d'eau potable dans les robinets et les nappes phréatiques sont vides. Alors, un camion-citerne de 11 mètres cubes fait des allers-retours avec une autre ville. J'ouvre la vanne et voilà, c'est parti. Qui possède une réserve dans sa bouche à incendie. La sécheresse provoquée, facilitée par tout ça et par un déficit pluviométrique, elle entraîne aujourd'hui des conséquences. Des conséquences avec, à la minute où nous parlons, 117 communes dans lesquelles il n'y a pas d'eau potable et des quantités d'autres pour lesquelles nous avons des inquiétudes. Cette année, cela pourrait être encore pire. Après une sécheresse hivernale inédite et alors que l'été 2023 est déjà entamé, 68% des nappes phréatiques ont un niveau inférieur à la normale. On est aujourd'hui dans une situation de vigilance qui fait que si on a à nouveau un mois de juillet comparable à celui de l'année dernière, on ira vers des jours qui seront compliqués. Début juillet, 70 départements avaient déjà mis en place des restrictions d'eau sur leur territoire. Tout ceci risque d'augmenter encore les tensions sur la répartition de l'eau, qui ont émergé l'été dernier, mais aussi cette année, avec notamment les manifestations contre les méga-bassines. Pour Charlène Descolonges, hydrologue que je reçois aujourd'hui, la question de l'eau est éminemment politique et démocratique. Nous devons apprendre à la gérer collectivement pour éviter les conflits, tout en y associant l'ensemble du vivant. Alors, que faudrait-il faire aujourd'hui pour se préparer aux pénuries d'eau et les éviter au maximum ? Le plan eau du gouvernement est-il à la hauteur ? Et comment mieux gérer la répartition de l'eau ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous allons répondre dans cet entretien avec Charlène Descolonges. Charlène Descolonges, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Avec plaisir. Alors, vous êtes ingénieure, hydrologue indépendante et consultante. Vous êtes aussi cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative qui vise à restaurer le cycle de l'eau dans les territoires. Et vous avez publié L'eau dans la collection Fake or Not, publiée chez Tana Éditions en mai 2023, qui est un ouvrage pédagogique pour mieux comprendre le cycle de l'eau, notre dépendance et les enjeux autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'or bleu. Et vous écrivez dans ce livre « L'eau est notre bien le plus précieux sur Terre à la base de toute forme de vie ». Vous dites aussi que l'eau, c'est magique. Avant d'en venir à l'actualité, j'aimerais justement que l'on fasse un petit point. Quelles sont les choses absolument fondamentales que la plupart des citoyens, citoyennes doivent connaître et comprendre aujourd'hui sur l'eau ? Alors, quand on parle de l'eau, on parle tout de suite de l'eau que l'on consomme à la maison. Peut-être certains savent à peu près leur consommation domestique. Dans le livre, on dit que c'est 146 litres d'eau par jour par Français, en grosse moyenne. On voit aussi que ça change selon les endroits en France. Mais ce qu'on sait moins, c'est notre empreinte eau, qui est bien plus importante. L'empreinte eau, c'est un concept qui a été étudié dans les années 2010 et c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Donc rapidement, l'eau verte, c'est quoi ? C'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes, c'est toute l'eau qui est interceptée dans les pluies, c'est l'eau qui est contenue dans les sols et qui est évapotranspirée par les plantes. L'eau bleue, c'est ce que tout le monde connaît, c'est toute l'eau que l'on pompe dans les nappes, dans les cours d'eau, dans les lacs pour tous nos usages. Et l'eau grise, c'est une idée, c'est une empreinte de la pollution que l'on émet dans nos cours d'eau, dans nos nappes. Et en fait, quand on fait la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise pour tous nos produits du quotidien, on en arrive à cette moyenne française. On peut le faire sur tous les pays. On sait par exemple qu'un Congolais, l'empreinte eau quotidienne, c'est 1500 litres. Un Émirati, c'est 8500 litres par jour. Et pour un Français, donc, c'est 4900 litres. Il reflète aussi notre mode de vie et en particulier notre alimentation, puisque 85% de cette empreinte eau est directement liée à notre alimentation, en particulier une alimentation carnée. Et c'est là tout le sujet, on se rend compte que vraiment tout est lié. En fait, depuis 60 ans, on a doublé notre consommation mondiale de viande. Pour doubler notre consommation de viande, on a multiplié par 3 nos surfaces de culture, essentiellement du blé et du maïs. Et donc, on a multiplié par 3 aussi notre demande en eau. Mais pour nourrir, justement... Pour nourrir le bétail. Et on se rend compte, en fait, que 37% de cette empreinte eau
quotidienne d'un Français est liée à notre consommation de viande. Donc, on peut calculer cette empreinte eau pour chaque produit alimentaire, chaque produit du quotidien. Par contre, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que cette empreinte eau ne tient pas compte aussi de tous nos usages énergétiques. C'est-à-dire que si on prenait en compte l'énergie nécessaire pour fabriquer toute cette alimentation et nos objets, là, notre empreinte eau quotidienne serait bien plus importante, peut-être de l'ordre de 8 000 litres par jour. Et ça reflète aussi, ça renvoie aussi à nos utilisations de l'eau en France. Ce qu'on ne sait pas et ce qu'on révèle dans le livre, c'est que 50% des prélèvements d'eau douce en France sont destinés à refroidir nos centrales électriques, essentiellement des centrales nucléaires. Donc en fait, on explique que pour faire tourner l'économie, finalement, on a besoin de beaucoup d'eau. On a besoin de beaucoup plus d'eau pour les usages économiques que pour nos usages à la maison. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre quand on vous parle de l'eau et de faire des éco-gestes au quotidien. Il faut vraiment comprendre que notre empreinte eau est bien plus importante dans nos modes de vie que par nos simples usages à la maison. Oui, qu'il ne s'agit pas simplement de couper le robinet en se brossant les dents pour régler le problème. Exactement. Sur la question justement du nucléaire, les principaux postes aujourd'hui de consommation d'eau, le principal, c'est l'agriculture en France. Et ensuite, derrière, on a justement la filière nucléaire et l'énergie. C'est une eau qui n'est pas à 50% totalement prélevée, contrairement justement à l'agriculture. C'est important de le préciser aussi. On explique bien qu'il y a une différence entre prélèvement et consommation. Quand on prélève de l'eau, on va l'utiliser et en général, elle va être retraitée ou pas et rejetée directement dans le milieu aquatique. Quand on prélève de l'eau, on peut le prendre dans une nappe, dans un cours d'eau, et on le rejette dans un cours d'eau. Quand on consomme de l'eau, on prend cette eau dans une nappe ou dans un cours d'eau, et elle ne retournera pas dans le milieu. C'est ça, cette idée de consommation. Donc l'agriculture, c'est là qu'on en arrive à ce chiffre. À l'échelle annuelle, l'agriculture en France consomme 58% de l'eau douce. Par contre, effectivement, pour le nucléaire, en raison aussi du type de circuit, on est sur un mode où on va prélever et rejeter l'essentiel de tout ce qu'on a prélevé. C'est les circuits ouverts, mais ils ont des problèmes aussi, ils ont des enjeux. Et on a aussi le circuit fermé. Lui, par contre, prélève de l'eau et en consomme environ 50%, environ la moitié. Donc, en fait, la filière nucléaire va être face à plusieurs enjeux. Un enjeu de réchauffement des eaux. Avec le changement climatique, on a un réchauffement des eaux, on a une baisse des débits des cours d'eau à l'étiage, c'est-à-dire en été, qui font que certaines centrales vont être à l'arrêt en été en raison de ces deux phénomènes, réchauffement des eaux, baisse des débits. Et on a aussi une problématique de milieu aquatique. Si, en circuit ouvert notamment, ce système-là va rejeter des eaux plus chaudes jusqu'à plus 4 degrés par rapport à la température qui arrive dans la centrale. Et cela pourrait impacter durablement les populations aquatiques. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus, justement? Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et je n'ai jamais vraiment vu d'études sur le sujet. Faisons le point par rapport à l'année dernière, cette sécheresse 2022 qui était particulièrement historique, exceptionnelle. Les centrales nucléaires en France qui étaient en circuit ouvert auraient dû être à l'arrêt si on avait respecté en fait les prescriptions de l'arrêté préfectoral. En raison de la tension énergétique en France, ces centrales ont obtenu des dérogations pour rejeter des eaux plus chaudes que ce qu'elles auraient dû être. On a demandé à EDF de faire un suivi des populations des poissons et des invertébrés. Ce suivi a été réalisé sur quelques mois et a montré que ces rejets auraient pas un impact significatif sur les populations, sauf une, peut-être, qui aurait impacté certaines populations de poissons. Mais toujours est-il que ce suivi doit être pérennisé. En tout cas, c'est ce que dit EDF lui-même, assume que ce suivi doit être fait sur le long terme. Et c'est très juste. Et il faut aussi se projeter dans un climat qui sera beaucoup plus chaud, avec une baisse des débits plus importante. Alors justement, pour en venir à l'actualité maintenant, il y a 1 an à peu près, au mois de mai, je demandais à Emma Aziza, aussi hydrologue, qui était assise à votre place, s'il fallait craindre des larges pénuries d'eau. Et depuis, ça s'est produit, parce qu'il y a plus de 700 communes en France qui ont connu en 2022 des difficultés d'approvisionnement en eau potable.
on a connu une sécheresse hivernale inédite, pendant laquelle les scientifiques ont parlé de bombes à retardement si les nappes phréatiques n'étaient pas rechargées d'ici le mois d'avril. Il y a eu des restrictions d'eau dans plusieurs départements dès cet hiver. Il y en a aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement, pour les personnes qui n'ont pas forcément tout suivi, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on est en train de manquer d'eau et quelles répercussions ça va avoir? Emma l'avait rappelé sur le plateau que depuis 2016, on a un phénomène vraiment de sécheresse, un cycle de sécheresse très intense. Alors, pour rappeler rapidement ce que c'est qu'une sécheresse, on en a 3 sortes. On a la sécheresse météorologique, qui est, elle, manifestée par un manque de pluie. Ça peut se faire sur un mois et il n'y a pas d'effet sur le reste. Ensuite, si elle dure, cette sécheresse météorologique, on a une sécheresse des sols ou agricole, parce que c'est les agriculteurs qui la voient en premier, une sécheresse des sols qui, quand elle se prolonge, va entraîner une baisse des débits des cours d'eau, une baisse du niveau des nappes. Ça, c'est la sécheresse hydrologique. Toutes les arrêtés de restriction de sécheresse se basent sur les indicateurs de sécheresse hydrologique. C'est au niveau de la 3e étape qu'on déclenche des restrictions. Donc, tout ça pour dire qu'une sécheresse, on la voit venir. Dès qu'il y a un manque de pluie, dès qu'il y a un déficit d'humidité dans les sols, on sait quasiment après qu'on peut avoir une sécheresse hydrologique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une intensification de ces phénomènes. Et à l'heure où je vous parle, le 13 juillet 2023, on s'attend à avoir ce qu'on appelle des sécheresses éclairs qui sont favorisées par des vents extrêmement chauffants, qui vont vraiment sécher les sols d'un coup et qui se rajoutent en fait à une sécheresse hydrologique qui dure. Puisque là où on en est aujourd'hui, 68% effectivement des nappes n'ont pas été rechargées, en raison d'une sécheresse qu'on cumule depuis 2 ans maintenant. La sécheresse 2022 a commencé avec un déficit de pluie dès le mois de mars. Elle était très précoce. Elle a aussi affecté une large partie du territoire français. On a aussi malheureusement connu cette sécheresse hivernale. On comptait vraiment sur cette pluie pour recharger le déficit des nappes. Et là, en fait, on cumule sécheresse 2022 exceptionnelle, sécheresse 2023 exceptionnelle. On bat des records de déficit de pluie et de déficit d'eau dans les sols qui vont entraîner une baisse drastique du niveau des nappes. Donc non seulement on pompe beaucoup d'eau dans nos réservoirs souterrains, mais aussi on a ces phénomènes de sécheresse intense qui durent et qui vont nous exposer à des pénuries d'eau extrêmement graves dans les semaines et les mois qui arrivent. Là, on n'est qu'au début de l'été 2023, on est à peu près au même niveau de déficit dans les nappes que 2022, sauf qu'on cumule. Et ces nappes, c'est comme les arbres en fait, quand ils cumulent plusieurs sécheresses, ils vont avoir du mal à s'en remettre. Donc on va vraiment avoir des certaines régions qui n'auront plus d'eau. Et c'est ce qui se passe sur le pourtour méditerranéen, où certaines communes du Var n'ont plus d'eau dans leurs nappes, où les Pyrénées-Orientales n'ont plus d'eau dans leurs réservoirs, parce que ces réservoirs se sont trop asséchés. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on va devoir s'habituer à ce que presque tous les étés, et maintenant presque en hiver aussi, il y ait des communes en France qui soient privées d'eau potable et qui doivent être ravitaillées par des camions citernes ou des bouteilles. Si ces communes ne s'adaptent pas, effectivement, à ces phénomènes extrêmes, elles seront confrontées de plus en plus à des pénuries d'eau. Je pense à ces communes du Sud, mais je pense surtout à toutes les autres sur le territoire français qui bénéficient d'une pluviométrie abondante. Je pense notamment à la Normandie ou le bassin parisien. Ce sont des endroits, des régions de France qui habituellement ont beaucoup d'eau. Et là, ce qu'on est en train de vivre cet été, ce sont des nappes qui ne se sont pas rechargées et qui seront beaucoup plus vulnérables à une sécheresse et qui ne sont pas habitués à un manque d'eau. Donc, à la fois, on a ce facteur climatique qui est physique et on a les enjeux et les acteurs de l'eau qui ne sont peut-être pas prêts à gérer des crises de sécheresse d'une telle ampleur. Alors justement, c'est un peu ce que vous expliquez dans le livre, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère sans vraiment l'avoir réalisée. Comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui se préparer aux pénuries d'eau et changer notre rapport à l'eau, se rendre compte qu'en fait, même en France, on est frappé et qu'aujourd'hui, l'eau est de plus en plus rare?
Alors déjà, on peut commencer par dire que notre perception du cycle de l'eau, notre représentation, vous savez, ce schéma qu'on a tous appris à l'école, en fait, il est faux, puisqu'on ne représente pas l'impact de la pollution, on ne représente pas ces flux d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise sur ce schéma. Donc, tant qu'on... Ni le changement climatique, d'ailleurs. Ni le changement climatique, évidemment, qui vient révéler tout ça. Et tant qu'on ne représente pas cela, on ne pourra pas poser le problème de manière systémique, on ne pourra pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je le dis aussi dans le livre, et on a vraiment besoin le temps de poser les choses, d'expliquer qu'on a complètement dégradé ce cycle de l'eau et que le changement climatique va venir exacerber tous les effets, les impacts négatifs sur ce cycle de l'eau. Donc, en gros, on a pris la main sur l'humidité des sols, cette fameuse eau verte, dont la limite planétaire a été franchie. Oui. On a surexploité nos ressources souterraines d'eau pour l'irrigation, pour absolument tout. Et on a pollué largement beaucoup de nappes, beaucoup de réservoirs. Et en fait, on a joué sur tous les types d'eau, eau verte, eau bleue, eau grise. Tout est absolument déréglé. Donc, le changement climatique va venir révéler cela, puisqu'on va avoir des phénomènes intenses, extrêmes. Pour plus 1 degré, on voit déjà ces phénomènes arriver. Et dans un monde à plus 4 degrés, on sait que, par exemple, ces sécheresses décennales, donc qui ont une période de retour 1 sur 10, une chance sur 10 d'arriver chaque année, vont être multipliées par 5. Les phénomènes de pluie intense, pareil, décennales, une chance sur 10 d'arriver chaque année, vont être multipliées par 3 quasiment. Ça, c'est à l'échelle mondiale, mais à l'échelle française, on peut s'attendre à avoir une intensification de ces phénomènes. Donc, on n'est pas prêt, clairement, à vivre ces phénomènes extrêmes. On va avoir un climat méditerranéen qui va remonter du sud vers le nord. C'est quelque chose qu'on observe déjà depuis quelques années et qui va continuer en fait à augmenter. Donc, tous nos usages, nos modes de vie, l'énergie, l'agriculture et toutes nos activités vont être profondément perturbés. Alors justement, le 30 mars 2023, le gouvernement a présenté son plan eau, donc 53 mesures pour préparer l'été et à plus long terme planifier la gestion de l'eau jusqu'en 2030. Donc ce plan, il met l'accent sur 3 enjeux, la sobriété des usages, la qualité et la disponibilité de l'eau, et il se donne pour objectif de réduire de 10% les prélèvements d'eau douce d'ici à 2030. Donc déjà, il a retardé la date parce qu'avant, c'était d'ici à 2024. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que ce plan, il est à la hauteur de l'urgence actuelle ou pas ? Ce plan, il a été, pour recontextualiser un peu, sorti, annoncé après ces 2 sécheresses historiques en France. Monsieur le Président, est-ce que ce déplacement sur le thème de l'eau, c'est un moyen pour vous d'essayer de passer à autre chose alors qu'il y a une crise politique dans le pays ? Non, il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme. Mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Le président n'a pas choisi le lac de Serponçon par hasard. Il était à des niveaux extrêmement bas. À la fin de l'été 2022, moins 17 mètres par rapport à la côte normale, 60% d'énergie électrique produite en moins. Il était donc au chevet, symboliquement. Ouais. Oui, c'est là où Emmanuel Macron a annoncé le plan. Et donc, on a ce plan qui est arrivé un peu comme ça, et on le sent, il a été presque produit à la volée, très rapidement, et puis qui se voulait assez opérationnel, mais qui finalement ne traitait pas les questions de fond. Quand je dis les questions de fond, il s'agit bien de tout ce qu'on vient de se dire là, du modèle agricole, du modèle énergétique de la France et de l'adaptation de nos modes de vie à ces phénomènes climatiques intenses, extrêmes qui vont nous arriver. Donc, ce plan est du court terme. Ce plan ne parle que de l'eau bleue, celle que l'on voit couler dans nos rivières et qui sont dans nos lacs. Mais on ne parle pas d'eau verte, on ne parle pas de l'humidité des sols, qui est complètement déréglée, et on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire de l'effort des citoyens qui doivent faire attention au robinet. On ne parle pas de l'empreinte eau, alors on en parle un tout petit peu, c'est écrit, il y a une ligne sur est-ce qu'il faut qu'on intègre l'empreinte eau dans le score environnemental de chaque produit. C'est une bonne chose. Il y a quelques avancées, il faut le souligner. Il y a quelques avancées comme, par exemple, la tarification sociale et incitative ou progressive qui vise à faire payer des mètres cubes d'eau plus chers si c'est des eaux de confort. Bon, est-ce que ça va vraiment être efficace ? On ne sait pas. Le deuxième problème, c'est qu'on a dit 80% de l'eau est pour l'agriculture et pour l'industrie et que pour l'instant, le plan ne mentionne pas de tarification progressive pour les plus gros utilisateurs d'eau. Et c'est ça qu'il faut absolument regarder parce qu'on sait qu'on a toujours eu beaucoup d'eau et donc on l'a
toujours utilisé de façon impunie. Et pourtant, c'est quand même là le plus gros levier d'action. Puis surtout, si c'est appliqué de façon... si c'est appliqué à tous les citoyens sans distinction, ça peut aussi poser des problèmes sur des questions aussi de justice sociale, par exemple. Exactement, oui. Il y a certaines collectivités qui l'ont expérimenté pour qui ça marche, mais bien souvent, ces collectivités qui l'ont expérimenté ont constaté que ces familles modestes qui pourraient bénéficier d'un chèque eau n'ont pas recours à ces aides-là parce que difficultés administratives, etc. Donc, on se rend compte que d'un point de vue social, c'est pas forcément non plus le plus efficace. Mais par contre, faire prendre conscience qu'on pourra peut-être plus construire autant de piscines privées, on ne pourra peut-être plus avoir des terrains de golf absolument verts, etc. Enfin, il y a la question de la priorisation des usages qui n'est pas abordée dans ce plan de l'eau. On a, encore une fois, c'est ce modèle agricole qui n'est pas du tout remis en question, puisque c'est, encore une fois, le principal consommateur d'eau en été. Donc, ils avancent 30 millions d'aides pour accompagner des dispositifs économes en eau, des cultures qui seraient peut-être moins gourmandes en eau, mais on ne parle pas de ces fameuses méga-bassines, on ne parle pas des solutions alternatives pour accompagner ces agriculteurs. On ne parle pas de partage de la ressource en eau entre l'eau pour refroidir nos centrales et puis l'eau pour manger et puis l'eau pour boire, quoi. Donc, on avance beaucoup de solutions technologiques. Les grands médias se sont emparés de ce sujet-là et l'ont vraiment déployé comme une solution miracle. Ne vous inquiétez pas, on ne touche pas à nos usages. Toutes choses égales par ailleurs, on va trouver des solutions qui vont permettre de satisfaire tous les besoins. Comme là aussi, nous l'avons fait pour l'énergie, nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Quand le président Macron présente ce plan en disant ses premiers mots, ce plan est un plan de sobriété, là je m'inscris en faux puisque la sobriété vise une diminution des prélèvements, une diminution des usages. Or, ce qui est annoncé, c'est moins 10% effectivement des prélèvements. Qui va faire ces moins 10%? Est-ce qu'on va reposer ces moins 10% que sur les Français et sur l'eau potable, quand on sait que la marge de manœuvre, la marge de progression des économies d'eau potable, elle est quasiment atteinte. Enfin, on va pouvoir réduire les fuites, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. On a dit, les agriculteurs, non, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir prélever autant d'eau que vous voulez, ou pas plus, pas moins. Les industriels, OK, mais quid de la relocalisation industrielle en France? L'énergie, on n'en parle pas, alors qu'on sait qu'il va falloir décarboner, donc électrifier davantage nos usages. Donc, qui dit électrification dit augmentation des prélèvements d'eau pour refroidir nos centrales nucléaires qu'on va installer massivement. Donc, en fait, il y a une certaine incohérence, une manque de vision systémique sur tous les usages de l'eau et pas une réelle sobriété des usages. Donc, on va se reporter sur... on va stocker de l'eau, on va dessaler l'eau de mer, on va réutiliser les eaux usées traitées et finalement créer tout un panel de solutions technologiques qui risquent de faire des effets rebonds. Donc, je vais revenir à ces solutions technologiques. Déjà, stocker l'eau, faire des méga-bassines. Emma en a beaucoup parlé. Emma Aziza en a beaucoup parlé, l'hydrologue, que ces ouvrages de substitution sont arrivés pour pallier à des manques d'eau pour les irrigants. En fait, pendant les sécheresses, l'État, dans ses arrêtés sécheresse, interdit l'irrigation, sauf si on est raccordé à une méga-bassine. Donc, en fait, les agriculteurs sont poussés à avoir recours à ces stockages-là. Et ce que disent aussi beaucoup d'hydrologues aujourd'hui, c'est que c'est un exemple typique de maladaptation. C'est-à-dire tout à fait. Mauvaise adaptation au réchauffement aux effets du dérèglement climatique qui ne peut pas fonctionner sur le long terme et n'est pas équitable aussi, d'une certaine manière. En fait, plutôt que de laisser l'eau dans les nappes, l'eau dans les sols, on va aller la pomper quand elle est relativement abondante. Cette notion de abondante est toute relative à l'homme. Et on va la stocker, donc la soumettre à une forte évaporation, à un réchauffement des eaux et un développement algal. Et ensuite, on va faire ça. On va démultiplier ces méga-bassines sur le bassin versant. Ça, c'est un modèle américain, californien. Elle l'a très bien expliqué, Emma Aziza. Ce qui va se passer, c'est que en démultipliant ces ouvrages, on risque d'abaisser le niveau des nappes. On ne va pas finalement
prélever moins, on va prélever toujours autant, mais on va prélever à une autre période. Si bien que ces nappes, qui sont déjà affaiblies par les sécheresses d'origine climatique, des aléas climatiques, ne pourront plus se recharger correctement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des assecs ou des sécheresses beaucoup plus précoces, puisqu'on aura abaissé le niveau des nappes, on aura déconnecté ces nappes des rivières en surface. Donc, on va accélérer le processus d'aridification, de désertification des paysages. C'est en ça que c'est une solution de maladaptation. Deuxième solution technologique. Et c'est une solution d'ailleurs qui coûte aussi cher, parce que chaque méga-bassine coûte au minimum autour de 4 millions d'euros. Oui, et subventionné par l'État, puisque pour la méga-bassine des Deux-Sèvres, c'était une enveloppe de 60% de subventions faites par l'Agence de l'eau, donc les taxes des contribuables sur la facture d'eau qui vont financer ces ouvrages. Ça posera un problème démocratique, on en reviendra tout à l'heure. Deuxième solution technologique qui a été largement médiatisée et avancée par le plan du gouvernement, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a un grand chapitre là-dessus. La réutilisation des eaux usées traitées, il faut vraiment comprendre comment fonctionne le petit cycle de l'eau, déjà. Est-ce que tout le monde sait d'où vient notre eau potable? Qu'est-ce qui devient une fois que l'eau est passée par le robinet? On comprend que le petit cycle de l'eau, c'est un petit cycle qui se répète, qui commence en amont, dans les montagnes, ou en amont du bassin versant, avec une eau de bonne qualité qu'on va prélever, qu'on va utiliser, qu'on va rejeter. On va rejeter via une station d'épuration. La station d'épuration va l'épurer, la rejeter dans le milieu. En aval, une autre ville va faire la même chose. Elle va prélever, elle va l'utiliser, elle va le passer dans une station d'épuration, la retraiter. Et ainsi de suite, on va avoir des petits cycles qui vont se répéter. Ce qui va se passer si on fait de la réutilisation des eaux usées traitées partout, sur tout le territoire, puisqu'on invoque cette solution miraculeuse, si on bloque les rejets de stations d'épuration en amont, en fait, cette eau n'ira pas dans le milieu. En été, la plupart des cours d'eau qui souffrent de sécheresse, qui souffrent d'une baisse des débits, reposent sur ces rejets de stations d'épuration. D'eau usée traitée, en fait. Voilà. Donc, si on utilise cette eau pour irriguer des cultures, laver nos rues ou nos voitures, en fait, cette eau ne retournera pas dans le milieu. Donc, on va provoquer des assecs dès l'amont qui vont avoir des répercussions en aval. En fait, on ne pose jamais, encore une fois, la question des besoins. Et c'est en ça que ce plan est anachronique, c'est qu'on ne questionne pas nos usages de l'eau. On vit dans une période d'abondance, on pense qu'on va avoir de l'eau tout le temps, pour absolument tout, et on ne questionne jamais la question de réduire ses besoins. Donc, on va chercher des solutions technologiques qui vont permettre pour pouvoir de chercher d'autres ressources. On a absolument tout, même des machines qui vont capter l'air de la rosée pour en fabriquer de l'eau potable embouteillée. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit en fait en réponse aux questions posées par l'urgence écologique en permanence. C'est ça. De ne pas remettre en question les usages et le système qui a créé le problème, mais d'essayer de trouver des solutions technologiques pour ça. Exactement. Donc, pour finir sur la réutilisation des eaux usées traitées, elle peut avoir un intérêt sur le littoral. Il peut y avoir un intérêt d'un point de vue agricole ou aussi pour réinjecter de l'eau en souterrain pour éviter le phénomène de biseau salé, cette remontée d'eau de mer qui va arriver dans les terres. Donc, ça peut être intéressant sur le littoral, en priorité, mais c'est tout. Après, c'est du cas par cas. La plupart des directeurs des agences de l'eau, qui sont des organismes de l'État, estiment que la réutilisation des eaux usées traitées ne pourra pas se faire partout. Donc vraiment faire attention à chaque fois, dès qu'on développe une technologie, qu'est-ce que ça implique derrière. Et pour dessaler l'eau de mer, c'est pareil, ça va demander de l'énergie, ça va être très cher. Oui, c'est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux. Typiquement, les Émirats Arabes Unis, tout à fait. Et ils le font parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Oui. Et encore une fois, c'est pour quel usage? Qui va en bénéficier de cette eau? Entre les agriculteurs ou les golfs, Bon. Et puis, il y a aussi un autre problème écologique sur le dessalement de l'eau de mer, c'est que ça va concentrer des sels avec des produits chimiques qui vont être rejetés en mer, sans traitement, et décimer des écosystèmes marins. Mais notamment le saumur qui va faire une hypersalinité sur les côtes et donc perturber toute une vie aquatique. Donc on va faire plein de mini-mers mortes en fait le long du littoral. Donc encore une fois, on se pose jamais la question des besoins en eau et on va créer une ressource, dès qu'on fait un stock d'eau, dès qu'on crée une technologie qui va permettre de faire ça, d'avoir de l'eau, on fait un risque d'effet rebond.
On produit un risque d'effet rebond. On se dit, c'est bon, on a de l'eau, on va pouvoir continuer à démultiplier tous nos usages. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les Alpes, avec les retenues pour la neige de culture, où on se dit... À la Clusaz notamment, qui a 4 retenues pour produire la neige de culture, se base sur une étude de Météo France qui dit, si vous n'atteindez pas le niveau cible de 45% de vos pistes enneigées artificiellement, vous êtes mort. Vous ne pouvez plus tourner, votre modèle économique est foutu. Donc, ils cherchent toutes les stations de ski cherchent à atteindre ce niveau cible de 45% pour être viables économiquement. Et donc se disent, c'est bon, on a encore 15-20 ans devant nous pour produire de la neige de culture, donc il faut absolument qu'on stocke cette eau. Et donc, pour stocker cette eau, ils contournent en fait certaines, on va dire, exigences réglementaires en faisant ce qu'on appelle du multi-usage. C'est là l'effet rebond. C'est qu'on va faire du multi-usage, on va faire de la neige de culture à fond et on va se dire, ça sera aussi une réserve en cas de secours pour l'eau potable. Et c'était l'argument principal de la Clusaz, en disant on a besoin de cette eau pour la stocker s'il n'y en a plus. Mais on ne questionne pas... C'est un projet qui a d'ailleurs été défendu par le ministre de la Transition écologique. Oui, il se pourvoit en cassation pour défendre ce projet. Et on va faire aussi de la défense à incendie. On va faire aussi un réservoir pour abreuver le bétail dans les pâturages. Parce que quand on regarde les volumes mis en jeu, ce ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur. C'est un pouillème pour l'agriculture et tout le reste pour la neige de culture. Donc c'est vraiment vicieux. Ce qui se passe avec l'eau, c'est encore une fois... Pour quels usages? Pour quels besoins? Est-ce qu'on ne peut pas réduire? Est-ce qu'on ne peut pas faire des économies à grande échelle plutôt que de créer, encore une fois, toutes ces technologies qui vont demander de l'énergie, des matériaux et ne pas résoudre finalement cette question de sobriété? Alors typiquement, juste pour terminer, mais sur cet exemple de la Clusaz, en quoi est-ce que justement ça peut devenir problématique ou ça l'est déjà probablement, si plusieurs stations de ski commencent à essayer de faire la même chose en fait et de répliquer ce modèle-là, aussi bien que pour les méga-bassines? Alors, c'est exactement le même modèle. Moi, je fais le parallèle dans le livre entre les méga-bassines et les retenues pour la neige de culture. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau quand elle est relativement abondante. C'est-à-dire pour les retenues pour la neige de culture en montagne, l'eau est abondante quand la neige fond. Donc on va chercher cette eau-là, on va la stocker jusqu'à l'hiver prochain. Pour les méga-bassines, on va chercher l'eau en hiver quand les nappes sont hautes pour les stocker et l'utiliser l'été prochain. Toujours le même concept. C'est ce qu'on appelle une retenue de substitution. Et ces retenues pour la neige de culture sont encore une fois avancées comme une solution miracle, puisqu'on a besoin d'atteindre ce niveau cible de 45% des pistes enneigées. Mais c'est quelque chose qui est en marche depuis 20 ans, en fait. Ça fait déjà 20 ans que les stations sont en course, à la course de ce modèle de rentabilité. Et il faut comprendre aussi le lien entre la ressource en eau, les programmes immobiliers et le ski. En fait, pour viabiliser un modèle économique des stations de ski, elles ont besoin d'eau pour avoir de la neige tout le temps, en hiver jusqu'en avril, puisque c'est là où en fait il y a les grosses périodes d'affluence. Donc, il faut sécuriser la neige pour avoir le ski au pied des hôtels. Et donc, ceci va permettre de pouvoir construire des nouveaux hôtels, des nouveaux logements, des lits froids potentiellement. En fait, on n'est pas sorti du modèle des années 70, des années 80, qui visait à vraiment aménager la montagne et à faire toujours cette activité, cette mono-activité du ski. Plutôt que d'accompagner les acteurs en leur disant « diversifiez-vous et utilisez de l'eau à bon escient pour les usages prioritaires » et chercher un nouveau modèle économique, en fait, on va les conforter. Comme des stations de ski, par exemple, qui développent de plus en plus leurs activités en été. Exactement, du cas de saison, ou simplement des activités en pleine nature. Mais ça rapporte rien, en fait, les activités en pleine nature. Donc, c'est un modèle qui est purement capitaliste et qui va détruire, en fait, le vivant et épuiser les ressources en eau. Alors, le 11 juillet, sur France Inter, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a annoncé la mise en place d'un site Vigio. Nous mettons en ligne, aujourd'hui, à la fois directement à partir d'une plateforme Internet et depuis l'application Météo France, un site Vigio, qui
qui vous permet de rentrer une adresse, celle où vous habitez, celle du lieu dans lequel vous allez partir en vacances, celle d'un endroit où vous passeriez 48 heures, et vous aurez instantanément les restrictions qui s'appliquent là où nous sommes, et le rappel des gestes qui vous permettent d'éviter de gaspiller l'eau, puisque chacun d'entre nous, c'est 148 litres d'eau par jour et par personne. C'est une annonce qui a été beaucoup dénoncée par les ONG et plusieurs personnalités politiques comme complètement décalée vis-à-vis de l'urgence de la situation, mais aussi assez malvenue, puisqu'elle propose finalement une application pour responsabiliser les Français sans distinction et ne met pas l'accent sur notre modèle agricole, notre modèle industriel ou encore les grandes entreprises qui peuvent être énormément consommatrices d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui justement mieux répartir ce bien commun qu'est l'eau ? Alors, cette application, encore une fois, ne parle pas des vrais enjeux, comme on vient de dire, sur les modèles agricoles, etc. On arrive à peine à se représenter ce que c'est que d'utiliser 150 litres d'eau par jour ou 50 litres d'eau par jour. On n'arrive pas, on n'a pas les ordres de grandeur entre ce que prélève un industriel, ce que prélève un agriculteur et les impacts et les enjeux que ça soumet. L'avancée dans tout ça, c'est d'en parler. Et c'est vrai que de dire aux citoyens, effectivement, on a un problème de ressources en eau, donc on va vous donner l'information. L'idée est bonne, je dirais, mais elle est parcellaire et elle est culpabilisante, elle n'est pas responsabilisante, elle n'est pas non plus, elle va pas assumer un changement profond de nos modes de vie. Je pense sincèrement que ils n'ont pas l'information, en fait, que à la fois les fonctionnaires et les dirigeants n'ont pas la formation, n'ont pas pris le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Isabelle Brockman, qui est incroyable pour vulgariser tous ces concepts. Et c'est pour ça qu'on a aussi fait un cours en ligne de 10 heures pour comprendre tous les enjeux de l'eau. Parce qu'il faut prendre le temps de comprendre. Et donc, vous avez remis ce livre à Christophe Béchu. Et je l'ai remis. Je ne sais pas s'il l'a lu. Je ne sais pas s'il suivra cette formation en ligne, ce MOOC. Mais j'ai bon espoir qu'en prenant le temps d'expliquer, de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle, que ce n'est pas en faisant une application que tout de suite, on verra une baisse de consommation de l'eau potable dans les ménages et donc une baisse du niveau de pression sur la ressource en eau. Encore une fois, pour revenir sur ces méga-bassines et ce modèle agricole, en fait, on constate que les régions en France qui basculent le plus vite dans le rouge, en termes de sécheresse, ce sont précisément celles qui ont construit toutes ces retenues. Donc, en fait, si on va demander aux usagers de faire attention à leur consommation en eau, sans parler de la question des méga-bassines et du modèle agricole, on aura toujours ces problèmes de sécheresse. On ne va pas résoudre, en fait, la problématique. Donc, c'est là où on doit poser la question du partage de la ressource en eau. Et cette question du partage, elle ne peut se faire sans prendre compte des milieux aquatiques. Pendant toute ma formation, ce qu'on m'a appris à faire, en fait, c'est calculer la ressource en eau disponible et puis de s'assurer que nos besoins seront toujours satisfaits par rapport à la ressource en eau. Mais on n'a absolument pas pris en compte les besoins en eau des milieux aquatiques. On n'a pas pris en compte que les écosystèmes aquatiques ont besoin d'eau pour vivre. Et en plus, ces écosystèmes aquatiques, ils nous fournissent d'incroyables services. Les zones humides, par exemple, elles peuvent épurer l'eau, elles peuvent ralentir l'eau en cas de crue, elles peuvent stocker l'eau en temps de sécheresse, elles accueillent la biodiversité, une biodiversité qui est aujourd'hui menacée. Donc, en fait, on n'a pas pris en compte ces impacts systémiques. Et pour partager l'eau, en fait, il faut faire des études, il faut faire des suivis, il faut mettre tout le monde autour de la table et on ne peut pas le faire sans les citoyens. On a beaucoup parlé de la nécessité de remettre en question le modèle agricole aujourd'hui. Quelles seraient, justement, pour aller dans cette continuité-là, les mesures à prendre de façon immédiate qui pourraient vraiment aider à faire ça et accompagner aussi les agriculteurs et les agricultrices ? Une solution possible, une voie d'amélioration de ces modèles agricoles qui extraient beaucoup d'eau et utilisent beaucoup de pesticides, c'est de faire ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. C'est-à-dire, plutôt que de compter sur l'eau bleue, qui est de l'eau qu'on va irriguer dans les cultures, on va optimiser l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui est contenue dans les sols. En fait, l'hydrologie régénérative vise à ralentir toute l'eau de pluie qui tombe sur les sols et à l'infiltrer progressivement dans les sols. Pour stocker l'eau dans les sols. Pour stocker l'eau dans les sols. Mais pour ça, il faut avoir des sols vivants.
Pour ça, il faut avoir un réseau de champignons, de macrophones, de microphones qui va bien fonctionner pour faire une sorte d'éponge, en fait, de faire en sorte que toute l'eau qui arrive va rester le plus longtemps possible. Donc ça demande des méthodes de conception des paysages pour recréer en fait tout ce qu'on a remembré, toutes les haies, les bocages qu'on a détruits. En fait, c'est remettre ça en place et tout un écosystème aquatique qui va permettre de garder l'eau le plus longtemps possible dans les sols. Mais ça demande aussi du coup... C'est ce que font notamment toutes les fermes en agroforesterie. Exactement, mais de manière plus globale et vraiment pas parcellaire, mais inclure aussi tous ces autres agriculteurs qui ont été emprisonnés dans ce système productiviste. Ça demande, du coup, un peu de concertation et un peu de médiation entre ces différentes formes d'agriculture. Et ça, l'État peut aussi être médiateur et accompagner cette mise en relation et déployer l'hydrologie régénérative à l'échelle d'un territoire pour tous les agriculteurs. Alors justement, aujourd'hui, quelles seraient pour vous les actions à prendre en urgence qui devraient être, par exemple, prises en compte par ce plan eau et qui permettraient de gérer en fait tous les conflits autour de l'usage de l'eau? Alors, dans l'urgence, je dirais qu'il faut se mettre dans le temps long. Ce plan eau, encore une fois, il est vraiment inscrit sur du court terme et on ne donne pas assez d'argent à la hauteur des enjeux sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. C'est-à-dire qu'on a donné des enveloppes aux industriels de l'eau, etc. Mais on ne sait pas si ces enveloppes vont se pérenniser. On ne donne pas suffisamment de moyens pour préserver ce qui va vraiment être tout ce qui va nous préserver des sécheresses et des crues qui vont être extrêmement violentes. Je parle notamment de ce grand cycle de l'eau. Alors le plan eau en parle, mais donne très peu de moyens là-dessus. Comment va-t-on préserver ces zones humides qui sont aujourd'hui menacées par l'urbanisation, par les activités agricoles intensives? Quel budget on se donne? Comment on va restaurer les cours d'eau? Pareil, qui vont vraiment nous permettre d'être plus résilients face aux sécheresses et aux inondations. Comment on va transformer ce modèle agricole? Les 30 millions d'euros par an ne seront clairement pas suffisants. Donc, on a vraiment besoin de se projeter sur du long terme et de prendre conscience que cette eau va se raréfier, que les événements vont s'intensifier et qu'on va clairement avoir un problème de conflit d'usage si on ne pose pas la question d'une manière démocratique. On a déjà d'ailleurs des conflits d'usage, c'est-à-dire que l'été dernier, on a vu qu'il y a eu énormément de tensions autour, notamment il y a eu des actions pour dénoncer les dérogations qu'avaient certains golfs pour arroser les greens au moment des sécheresses. Là, on est le collectif Ibiza et on vient d'installer un potager sur un green de golf, c'est le green du golfe de Saint-Germain-en-Laye, pour dénoncer le fait que là, en période de sécheresse, pénurie d'eau, etc., les golfs bénéficient d'une dérogation pour pouvoir arroser. Est-ce qu'on continue d'utiliser toujours plus de ressources pour ceux qui en ont les moyens et tant pis pour les autres et tant pis pour l'avenir? Ou est-ce qu'on réfléchit collectivement à qu'est-ce qu'on fait des quelques ressources qui nous restent? Il y a eu des jacuzzis percés, etc. Enfin, on voit qu'en fait les tensions augmentent de plus en plus, qu'elles vont être de plus en plus fortes avec le temps. Donc pour vous, justement, au-delà du temps long, et de ce qu'il faudrait faire pour préserver la ressource en eau sur le temps long, s'il y avait des actions d'urgence à prendre aujourd'hui qui pourraient avoir des effets assez immédiats, qu'est-ce qu'elles pourraient être? Je pense que les actions, elles se font à l'échelle locale, territoriale. Il faut faire confiance aussi aux territoires sur leurs ressources en eau. Enfin, ils ont de la connaissance, en fait. Il y a des parlements de l'eau qui existent, il y a des choses qui se font, et il faut faire confiance. Par contre, l'État doit aussi avoir une vision et prendre des mesures très fortes sur la question, par exemple, des mégabassines. Avoir un moratoire sur ces mégabassines et consulter vraiment l'ensemble des parties prenantes et délibérer de manière démocratique sur ces mégabassines. Ça peut être une action très forte qui peut être prise immédiatement. La question du nucléaire, pareil. Un moratoire sur le nucléaire. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus démocratique là-dessus? On ne sait pas si le nucléaire sera vraiment la voie royale compte tenu de tous ces enjeux sur la ressource en eau. Et ça peut être des mesures très fortes qui peuvent être menées. Autre action que l'État peut aussi insuffler, c'est vraiment faire des sortes qu'on appelle des conventions citoyennes de l'eau à l'échelle locale. Par exemple, l'Assemblée populaire du Rhône est une initiative qui permet de tirer au sort 30 personnes au hasard et de parler de la question de l'eau de manière démocratique. Parce qu'on a des parlements de l'eau
Mais on n'a pas de citoyens dans ces parlements de l'eau. Dans les parlements de l'eau, on a des élus qui sont majoritaires, environ la moitié des sièges sont occupés par des élus locaux, un quart pour les usages et un quart pour les représentants de l'État. Les citoyens sont absents. Ils peuvent éventuellement participer à ces réunions s'ils sont adhérents à des associations environnementales militantes qui sont par ailleurs minoritaires. Donc les citoyens ne sont pas associés. C'est ça le problème qui se pose. Et c'est pour ça qu'on a des tensions sur l'eau, pour ça que les citoyens ne comprennent pas qu'on préfère arroser des greens de golf plutôt que de leur donner de l'eau pour arroser leur potager, parce qu'ils ne sont pas associés à ces instances de gouvernance. Donc l'Assemblée populaire du Rhône a voulu, par la voie citoyenne, des citoyens qui sont formés pendant 1 an sur tous ces enjeux-là, de produire des documents, comme la Convention citoyenne pour le climat l'a fait, de produire des trajectoires et être consultés dès qu'il y a des projets structurants sur le Rhône. Et ça marche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et hyper ambitieux. Et l'État pourrait très bien dire, on va faire aussi confiance aux citoyens sur chaque grand bassin versant, sur la Loire, sur la Seine, sur la Dour, la Garonne, piocher, tirer au sort des citoyens qu'on va former sur tous ces enjeux et qui vont aussi prendre part à toutes les décisions qui sont prises en matière d'eau. Donc ça, c'est hyper ambitieux et c'est quelque chose qui peut se faire immédiatement et s'inscrire sur le long terme. L'idée derrière tout ça, c'est de reconnaître les droits fondamentaux des rivières et des milieux aquatiques. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans le monde juridique. C'est Wild Legal qui a fait ça. Et qui vise à reconnecter... Qui est porté par Marine Calmet, notamment. Marine Calmet, voilà, qui milite pour reconnaître les droits fondamentaux des fleuves, des rivières, des zones humides, des lacs, etc. Et ça, c'est une nouvelle manière de faire de la démocratie de l'eau. Vous parliez des questions démocratiques autour de l'eau. Comment est-ce que les personnes qui nous regardent, même si ce ne sont pas les postes de consommation individuels, ne sont pas les plus gros postes de consommation de l'eau, ils sont quand même importants. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent aussi changer leur rapport à l'eau et rejoindre un peu aussi cette idée de démocratiser l'eau? Pour changer de regard et changer de manière de vivre, on a besoin d'informations. Donc, on peut déjà s'informer avec ce livre ou avec ce cours en ligne, mais aussi avec toutes les associations qui font de la pédagogie là-dessus et rejoindre ces associations, ces collectifs citoyens qui vont aussi défendre l'eau. Pour l'aspect démocratique, donc rejoindre ces assemblées populaires, rejoindre tous ces collectifs de citoyens qui vont porter la voix des rivières, des nappes, des zones humides, qui vont les défendre contre certains projets écocides. Donc, on a besoin d'informations, encore une fois, pour ça. Et on a aussi besoin d'écoute, de comprendre aussi que c'est complexe, que les agriculteurs, les irrigants n'ont pas forcément choisi, ils ont été poussés dans ce modèle-là, que aussi certains industriels ou certains acteurs économiques ont des intérêts économiques. Donc, il y a besoin de dialogue, il y a besoin de médiation. Et ça, c'est aussi un travail personnel qu'on peut tous faire pour avancer ensemble, parce que l'eau, c'est une affaire de coopération. Oui, et comprendre aussi son empreinte eau et sa consommation en eau permet de comprendre le système qu'il y a derrière et comment est-ce que, aussi à son échelle, on peut essayer d'y participer le moins possible. Alors oui, peut-être le premier truc à faire, ça va être pas forcément de couper le robinet en se brossant les dents, mais de réduire notre empreinte eau. Et ça passe par l'assiette et végétaliser le plus possible son assiette et avoir des produits issus d'une agriculture locale, de saison, de proximité, qui va respecter les sols, respecter les ressources en eau, recréer de la biodiversité. Merci beaucoup, Charlène Descolonges, d'être venue sur Blast. Merci. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les problématiques autour de l'eau et de sa gestion aujourd'hui. Je vous mets, comme d'habitude, plusieurs liens pour aller plus loin et voir les vidéos Blast qui traitent du sujet en description. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Blast. Nous avons toujours besoin de votre soutien pour continuer à informer librement. À très vite sur Blast.